Rose crosses over the fadeaway. Let me step back and kiss myself. Oh my gosh, it's over. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ça y est enfin, après 233 jours et 2544 matchs disputés, nous savons enfin qui est le champion NBA 2013, et oui, le Heat de Miami de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh, les trois amigos. Alors bienvenue à vous sur l'écho des parquets, votre émission NBA en partenariat avec basket-info.com, le site. Alors après une semaine d'absence, on se retrouve aujourd'hui pour parler uniquement ce soir de cette finale que vous avez tous suivi bien sûr, et dès dimanche, vous retrouvez votre émission dans le format classique, avec toutes les réponses à vos questions, toutes celles que vous nous avez posées sur le site et auxquelles nous n'avons pas encore eu le temps de répondre. Tout ça sera abordé dimanche, donc il n'y a pas de souci. Ce soir, on se consacre à la finale NBA puisqu'on est encore à chaud. On est là pour vous pour la finale. Donc aujourd'hui, pour débriefer donc justement de cette finale bouillante, mes trois acolytes sont là. À commencer par Nico. Salut Nico. Ouais, salut tout le monde. Bien Nico, ça va? Tu es pas trop fatigué? Si, mais bon, c'est le principe, hein. C'est le principe, c'est vrai. Après 2 semaines intenses comme ça, c'est voilà, on est au bout. Lucas est là. Salut Lucas. Salut. Bon Lucas, toi aussi ça va? Oh, moi ça va, la patate. Impeccable, comme d'hab, très bien. Guillaume est là aussi. Salut Guillaume. Ouais, salut à tous. Salut Guillaume, ça va toi aussi? Bon, Miami champion, ça te parle? Bah ça me parle, hein, ça fait 2 ans déjà donc je suis habitué. Hein. Ouais. Et tiens d'ailleurs en parlant de ça, vous croyez que c'est la continuité d'une longue ère ou c'est... Oui, enfin c'est un peu compliqué comme question parce que il y a quand même pas mal de rumeurs sur l'éventuel départ de LeBron James. Parce qu'il y a Cleveland qui pourrait l'avoir. Donc on peut se demander un peu si effectivement on peut appeler ça une quasi-dynastie, enfin le début d'une dynastie à venir. Mais si LeBron James part dans un an, elle aura été de courte durée et on n'aura pas pu la voir vraiment se développer, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir comment les choses vont se goupiller, quoi. Bon alors très bien, alors on va se garder ça au chaud pour tout de suite après, on va s'envoyer un petit générique tout de suite et puis juste après on revient et puis on va pouvoir débriefer tout ça et puis voir vraiment ce qui va se passer dans l'avenir. À tout de suite. Allez, c'est parti, tout de suite, on commence le gros sujet, on s'attaque au gros sujet maintenant. Déjà, tout d'abord, est-ce que après que San Antonio est mené 3-2, est-ce que vous tous, ça vous a surpris de voir le Heat remonter 2 matchs et voir le Heat champion aujourd'hui? Alors là, je vous laisse libre cours à votre imagination, dites-moi ce que vous pensez de ça. De toute façon, à 3-2, on avait fait nos pronostics, hein. Je sais que moi j'avais dit San Antonio, mais avec un petit peu la tremblote, quoi. Je sais plus qui a dit Miami et un autre a dit San Antonio. Je sais plus qui est qui. On va voir ceux qui sont honnêtes. Mais je crois avoir dit San Antonio, moi. Mais à ton avis, qui a fait un bon pronostic? Ouais, voilà, il est là, le bon pronostiqueur. Sponsorisé par BetClick, il est là. Bon alors Guillaume, justement, dis-nous, ça t'a vraiment pas surpris de voir Miami remonter 2 matchs comme ça? C'est-à-dire que le format est assez spécial en finale. C'est-à-dire que ce format de 2 matchs à Miami, 3 matchs à San Antonio et 2 matchs à Miami, ça paraissait quand même compliqué pour le Heat. Parce que malgré l'avantage du terrain, il fallait quand même gagner 2 fois à la maison sur 2 matchs à élimination, quoi. Donc moi j'avais dit Miami pareil sans trop de conviction, mais Miami a fait le boulot. Il y a eu cette fin de match splendide dans le 6e match. Bon ben voilà, le Heat est champion, c'est pas scandaleux, quoi. Alors justement, on va y revenir tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord donc sur le fait que San Antonio était quand même à 28 secondes d'un titre NBA? Ah bah clairement. On peut même dire qu'ils auraient dû gagner techniquement. Mais après voilà, c'est les finales, ça c'est tant le match 6 que le 7, ça s'est finalement joué à rien. Et est-ce que sur des petits détails comme ça, 2-3 petits détails qui sont les détails décisifs,
est-ce qu'on peut dire que vraiment Miami était plus fort que San Bah, Antonio? c'est-à-dire que on va retenir le lancer franc manqué de Kawhi Leonard, Kawhi mais parce que c'est celui en fin de match. Mais est-ce qu'on n'oublie pas aussi toutes les petites erreurs que San Antonio a fait avant, les autres lancers francs manqués et tout, ça compte aussi. Mais évidemment, on va retenir celui du quatrième quart-temps, quoi. On peut aussi signaler les nombreuses pertes de balles très inhabituelles du côté de San Antonio. Est-ce que c'était pas un petit réajustement de la défense de Miami qui se remonterait à sa juste valeur là-dessus sur toutes les pertes de balles dont on a beaucoup parlé, qui ont beaucoup fait de bruit, notamment celle de Gino, celle de Danny Green. Est-ce que c'est pas Miami qui a forcé ça? Bah Ah, après, mais c'est pas forcément un réajustement tactique, c'est au niveau physique. Miami a beaucoup monté en intensité et les Spurs ont beaucoup souffert au match 7 du fait d'avoir une prolongation dans le sixième, quoi. C'est une équipe qui est quand même beaucoup plus âgée que Miami et pour laquelle, disons, qui supporte beaucoup moins des matchs d'une grosse intensité physique. Et ce qui a plus pénalisé les Spurs dans ce passage du match 6 au 7, c'est surtout le fait qu'il y ait une prolongation, quoi. Au-delà, voilà, du fait d'être mentalement au fond du trou après être passé si près du titre, voilà, pour une équipe qui a des joueurs aussi âgés, jouer une prolongation puis un match 2 jours après à l'extérieur, c'est quand même très difficile, quoi. On l'a vu avec Tony Parker qui était blessé et qui a pas marqué un seul point après la mi-temps du match 7, quoi. Physiquement, San Antonio a pas pu tenir un tel enchaînement de matchs, alors que Miami, avec ses 7 matchs en finale de conférence, était plus dans le rythme et que c'est une équipe qui est aussi beaucoup plus athlétique à la base. Ouais, mais tout de même, je pense que le facteur mental a compté aussi parce que les deux matchs, c'était vraiment l'enjeu était différent. San Antonio, ils entrent dans ce sixième match, ils se disent, on est à une victoire du titre, quoi. Et c'est faisable parce qu'on a déjà gagné ici à Miami. Ils perdent donc ce match en plus avec ben justement cette fin de match vraiment où ils peuvent s'en mordre les doigts. Et quand tu entres dans ce septième match à Miami, c'est encore plus compliqué. Tu te rends compte que tu as laissé passer une occasion parfaite de conclure. Je pense que mentalement c'était aussi très dur, en plus du facteur physique, comme tu l'as dit. Oui, c'est ça. Est-ce que vraiment c'est pas ça, c'est ces 28 secondes là qui leur ont mis un sacré coup de massue et dont ça a été vraiment trop dur à se relever en fait. Et Miami, on peut croire a gagné la confiance là-dessus et a abordé le match d'après en se disant malgré les situations, on peut le faire nous aussi. Bah, C'est pas... j'ai eu l'impression justement qu'ils n'avaient pas été si touchés que ça, parce qu'au final, ceux qui auraient pu le plus pâtir de ces erreurs en fin de match, sur qui ça aurait pu avoir le plus d'influence, c'est ceux, voilà, qui se sont craqués, donc Lennard et Ginobili. Et Lennard, ça a été le meilleur Spur du match 7, et Ginobili a été excellent aussi, quoi. Donc, je pense qu'ils ont réussi à bien se relever, parce que c'est quand même une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de vécu, beaucoup de mental. Mais après, voilà, on a vu la conférence après le match 7. Là, par contre, oui, les Spurs étaient vraiment défaits. Mais du match 6 au match 7, ils ont quand même réussi à bien se remettre dedans. Et au final, le match 7 était très serré. Et même quand ils ont semblé se prendre des écarts, ils ont toujours été capables de remonter, comme ça a été le cas depuis le début de la série. Donc je pense pas qu'ils étaient si touchés que ça dans leur tête, quoi. Là, maintenant, ils le sont. Ils le sont beaucoup plus qu'après le match 6, par contre. Et puis, faut pas oublier que ce Miami, quand même, c'est ce qu'on dit depuis le début. Le Miami qui joue intense, il est très dur à battre et ne serait-ce qu'à encaisser minute après minute. Là, justement, j'allais en venir ici. Est-ce que tu peux me dire, Nico, toi qui a dit auparavant que durant la série contre les Pacers, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui si Miami a su se montrer à son vrai niveau là lors de cette finale? Je pense qu'ils avaient encore une marge de progression, mais déjà sur l'intensité, un peu plus de justesse, ils étaient déjà bien plus proches de leur niveau maximum que contre Indiana. Et d'ailleurs, quand une équipe comme San Antonio perd autant de balles, c'est pas anodin. C'est vraiment qu'en face, c'est le Miami intense qu'on a vu. Et d'ailleurs, la provocation des pertes de balles, c'est vraiment la clé de Miami. À chaque fois qu'ils ont réussi à faire perdre beaucoup de balles à leurs adversaires, on pouvait déjà dire que c'était plus ou moins fini pour les adversaires en question. Et là, ça s'est vérifié malgré une équipe comme San Antonio qui est réputée pour être une des meilleures gestionnaires du ballon, quoi. Alors, pour parler de Miami, clairement, est-ce que c'est véritablement LeBron James qui a fait le boulot ou est-ce qu'on a vu une équipe de Miami à un moment donné dans cette finale? C'est jamais un seul joueur qui fait tout, hein. Non. Surtout face à San Antonio. Alors là, je vais t'arrêter juste là. Le quatrième quart-temps du match 6, on peut dire que c'est un joueur qui fait tout.
Enfin, Ouais, mais hormis bien sûr tous les facteurs de toutes les bonnes passages de Chris Bosh pour récupérer la balle, pour beaucoup de choses, mais c'est quand même, les gars, LeBron James a quasiment marqué tous les points à la suite. Bah après, il a pu marquer autant de points parce que son équipe l'a mis dans les bonnes conditions aussi. LeBron Oui, James, ça, c'est un joueur voilà, qui est très bon quand il y a beaucoup de rythme. Et le rythme, tu peux pas l'imprégner tout seul. C'est toute ton équipe qui se met tout ensemble et qui donne le rythme du match, qui dicte le rythme du match par l'intensité qu'elle met en défense, par sa volonté de jouer vite en attaque. Et au final, voilà, LeBron a marqué énormément de points. Mais s'il a pu en mettre autant, c'est parce qu'il a été mis dans les bonnes dispositions par ses coéquipiers aussi. Justement, est-ce que vous avez pensé que c'est le Miami Heat qui était au service du Miami Heat ou le Miami Heat qui était au service de LeBron James? Mais c'est un faux débat ça, parce que si t'as un joueur qui est chaud, qui est en forme, qui trouve la faille, il faut le servir. Il faut que l'équipe se mette au service de ce joueur-là. Il n'y a pas de Miami au service de Miami. Si le jeu favorise un joueur, au contraire, c'est le rôle de l'équipe et du coach d'essayer de pousser cet avantage au maximum. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils auraient tort de s'en priver, quoi. Bon, alors tu as parlé de coach, c'est très très bien. On parlait beaucoup du duel entre Erik Spoelstra et Greg Popovich. Est-ce que pour vous c'est Erik Spoelstra qui a fait aussi beaucoup qui a été artisan de cette victoire et qui a su s'adapter tactiquement face à Popovich? Ben non, moi je dirais en fait l'inverse. Contrairement à la série contre Indiana, Spoelstra avait essayé de s'adapter à l'adversaire, et là on a vu que ça a été l'inverse finalement. Ça a été Popovich et San Antonio qui se sont adaptés au small ball de Miami, avec un Thiago Splitter qui est complètement sorti de la rotation sur les derniers matchs. Donc de ce côté-là, moi je donne quand même beaucoup de crédit à Erik Spoelstra pour justement s'être tenu à sa philosophie de jeu, ce qu'il n'avait pas fait dans la série précédente. Mais Popovich a quand même été sacrément bon pour s'adapter d'un match à l'autre, et c'est pas pour rien que Miami et San Antonio ont alterné victoire et défaite, quoi. Bah après, Spoelstra a quand même fait des ajustements, quoi. C'est vrai que sur le match 4, quand il rentre Miller dans le 5 et qu'il décide de jouer ni le match 4 ni le match 5 sans jamais faire rentrer un seul pivot de tout le match, c'est vrai qu'il choisit effectivement de donner les grandes lignes directrices de ce à quoi le match va ressembler. Par contre, après sa défaite au match 5, il s'est dit voilà, peut-être qu'effectivement, j'ai eu raison de jouer sans avoir ce pivot avec moi pour pouvoir accélérer le jeu. Par contre, je souffre beaucoup à l'intérieur, donc il a remis Anderson dans la rotation progressivement au cours des matchs 6 et 7. Donc, au final, il a fait des ajustements qui ont peut-être été minimes, mais qui au final ont eu leur importance dans le fait de pouvoir prendre le dessus sur les Spurs et d'empêcher les Spurs de pouvoir réagir par rapport au jeu qu'ils proposaient aussi. Bon alors justement, Miami, est-ce que on peut aujourd'hui parler, on en a parlé un petit peu juste avant précédemment, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une dynastie qui est vraiment en train de se mettre en place, ou est-ce que ça commence un peu à devenir, est-ce que ça va commencer un peu à devenir bancal avec les free agency et tout ce qui s'ensuit sur beaucoup de spéculations autour du Big Three? Je pense que s'il y a des changements à venir, ce sera la saison prochaine. Je vois mal Miami péter son effectif champion. En particulier, par exemple, on parlait de Chris Bosh où il y a des rumeurs de transfert. Je vois pas faire ça cette saison. Après, qu'en 2014, il y ait des free agents qui s'en aillent, ou que LeBron James décide de retourner à Cleveland, d'aller n'importe où, ça d'accord. Mais cette saison, je pense pas. D'ailleurs, est-ce que vous pensez honnêtement que LeBron James, en s'installant durablement dans le rythme champion avec Miami, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment intérêt à s'en aller, ou plutôt essayer de continuer de gagner des titres là-bas? Bah, il y aura dans sa tête, ça va l'appeler quand même Cleveland, parce que là avec Miami, il est en train d'asseoir sa carrière et sa légende, ça, aucun problème. Mais faire gagner Cleveland déjà en soi, c'est un challenge bien plus élevé que celui de Miami. Et pour lui, dans son cœur, ce serait, je pense que c'est son rêve ultime de gagner un titre avec Cleveland. Ouais, mais Nico Cleveland a déjà Wayne Ellington, donc est-ce qu'il y a forcément besoin de LeBron James? Oui, autant pour moi. Non, mais je pense que oui, vas-y. et LeBron James, il va vraiment hésiter parce qu'effectivement, quitter ce qui est en train de devenir une dynastie. Enfin, du moins, ça en prend le chemin. Plus avec des potes à lui, quoi, c'est toujours sympa. Mais je pense qu'il va vraiment être titillé par l'idée de la Cleveland. Je ne dis pas pour autant qu'il va le faire, parce que je pense que dans sa tête, il va longuement réfléchir, et que s'il quitte Miami, c'est seulement pour Cleveland. Mais je dis seulement qu'il y a quand même matière à réflexion, quoi. Après, je le laisse choisir, il m'appelle s'il veut, mais
Ouais, Bah, il y aura, tu es un bon conseiller, je pense. il y aura autre chose qui va avoir son importance, je pense, ça va être le prochain contrat de Dwayne Wade. Parce que là, il est quand même sur la pente descendante assez méchamment. On va voir à quel niveau il sera l'an prochain. Et si à la fin de son contrat actuel, il redemande un contrat maximum, ça va être dur pour Miami de se retrouver avec un joueur qui peut seulement apporter sur 30 bonnes minutes, mais pas plus, au prix d'un contrat maximum. Et ça risque d'être dur de rajouter les éléments qui permettront de contrebalancer cette baisse de régime de Wade. Donc, faudra voir à la fin des contrats du Big Three ce qu'ils vont pouvoir leur proposer comme nouveau contrat pour continuer à avoir tout ce supporting cast autour qui leur permet d'avoir un gros effectif aussi. Parce que plus ça va, plus le fait de jouer sur l'intensité comme ça va user les joueurs et plus ça va, moins ça va être efficace aussi. Bah, est-ce qu'avec cette équipe, est-ce qu'avec cette équipe-là, avec la même base là pour la saison 13-14, est-ce que vous pensez qu'avec cette équipe-là, la même, c'est au minimum final l'année prochaine également? Bah, minimum final, c'est toujours compliqué de dire, hein. Sachant que comme l'a dit Lucas, il y a des joueurs qui vieillissent, hein. Dwayne Wade, il vieillit pas très très bien, ce qui est normal vu son jeu qui est énormément basé sur les qualités de vitesse et athlétique. Mais Ray Allen, qui a été extrêmement précieux, enfin, je veux dire, mais qui aurait dû jouer beaucoup plus. Et je me demande s'il avait pas joué plus, si Miami n'aurait pas eu son titre beaucoup plus facilement. Mais effectivement, l'année prochaine, c'est pas dit qu'on ait un Miami aussi bon. C'est pas dit qu'on en ait un plus mauvais aussi. On sait vraiment pas. Et ce sera peut-être cette année-là va peut-être décider de l'avenir de Miami en fait. Alors en finir un petit peu avec Miami, est-ce que vous tireriez votre chapeau à Pat Riley? Est-ce que vous le considérez comme encore une dirigeant de l'année? Est-ce que vous pensez que sa philosophie au final est égale à lui-même et il a fait vraiment les bons choix? Quand on a vu Spoelstra dire que c'était une bonne chose qu'il essayait d'installer un staff dans la continuité, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que Pat Riley fait vraiment tous les bons choix pour donner à Miami les chances de gagner? Bah, c'est-à-dire que quand tu recrutes LeBron James en 2010, t'es nommé dirigeant de l'année, mais tu l'es pour toute la période où il va jouer chez toi, quoi. Oui. Moi, par contre, là où je me pose des questions, c'est je me dis, le travail est loin d'être fini. On l'a souligné, Dwayne Wade et Chris Bosh sont en train un peu de baisser le ton. Ils vont bien sûr arriver à faire des grosses performances en playoff, mais il faut quand même, je pense, apporter un petit coup de boost à cet effectif pour la saison régulière. Parce que Dwayne Wade arrivera à te sortir une grosse performance comme il l'a fait sur les 2 derniers matchs des playoffs, mais en saison régulière, ça va être quand même un peu plus tendu, donc il va falloir encore injecter un peu de talent, je pense. Tiens, bah vite fait comme ça, qui vous pouvez me citer comme ça, une arrivée qui ferait beaucoup de bien à Miami, un joueur comme ça ou deux qui ferait beaucoup de bien à Miami, qui vous verriez? Non, mais il y a des role players qui apporteraient vraiment plus à cette équipe parce que je veux dire, Haslem est un peu, Udonis Haslem est un peu n'apporte pas autant qu'il devrait par rapport à son salaire ou des joueurs comme ça. Je pense vraiment qu'il y a un intérieur un intérieur défensif un peu plus présent au rebond, tout ça, ça est toujours dans la vitesse. Ça pourrait aider, peut-être un meneur un peu plus meneur, ça pourra aussi aider. Enfin, il y a plein de petites choses à faire. Récupérer des shooters, c'est toujours bon. Récupérer des rebondeurs aussi, ça ferait vraiment du bien. Enfin, il y a plein de petites choses à faire parce que l'effectif, Est-ce que vous avez des exemples là, sur la free agency prochaine de noms que vous aimeriez bien voir? Sur la free agency prochaine, pas forcément, quoi, mais ce qu'on a vu, ce qu'ont fait les Knicks cette année, par exemple, en allant chercher Pablo Prigioni en Europe, c'est quelque chose sur lequel Miami peut plancher pour renforcer son effectif aussi. Oui, c'est vrai. Moi, je serais plus fan d'aller chercher un scoreur via la draft, parce qu'il y en a quand même des pas mal, donc ça peut être un bon moyen avec, je crois qu'ils ont le 30e choix, donc il y a moyen d'aller chercher quelqu'un qui pourra apporter des points, du tir extérieur, comme tu le disais, Nico, et puis un rookie, c'est toujours moins cher qu'un free agent. C'est vrai. Bon. C'est dur de donner des noms parce que ce qu'on viserait nous, ce sont vraiment des role players, donc des petits joueurs. Et là, les sans contrat de ce niveau-là, on les a pas forcément en tête en ce moment, quoi. Donc faudrait que tu nous reposes la question après qu'on ait fait nos devoirs à la maison. Très bien. Bon, messieurs, vous y planchez. Vous avez tout le week-end pour y plancher, et je vous poserai des questions dimanche. Bon, pour ce qui est de San Antonio, alors on va faire un petit point sur San Antonio. Déjà, tout d'abord, est-ce que on a vu un San Antonio au niveau auquel on l'attendait? Bon, c'est-à-dire que San Antonio, toute l'année, on se dit voilà, c'est la grosse écurie, c'est final, c'est obligé, c'est un collectif hors norme, un coach hors norme. Est-ce que sur cette finale, on l'a vu à son vrai niveau ou pas?
même meilleur que le niveau qu'on aurait pu imaginer en début d'année, je pense, hein. Parce que Danny Green a pris une nouvelle dimension, Kawhi Leonard a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Thiago Splitter a fait, bon, même si c'est un peu foiré sur la fin, il a quand même fait une belle saison. Boris Dio, d'une manière à la fois discrète mais très très prégnante en fait, mine de rien, a vraiment fait du bien à cette équipe. Et moi je pense vraiment qu'elle était bien meilleure que ce qu'on aurait pu penser. Alors même que Ginobili n'a pas tout le temps été au rendez-vous, quoi. Et tous ces joueurs, Danny Green, Gary Neal, là, qui ont pété les scores à 3 points, est-ce que vous pensez que c'était un peu, je dirais, l'euphorie qui les a mis en valeur, ou est-ce que c'est vraiment deux bons joueurs qui vont s'installer littéralement dans l'effectif? Bah, Danny Green, c'est un bon joueur déjà à la base parce que c'est un joueur qui est très régulier. Gary Neal, en revanche, lui, c'est quand même beaucoup plus changeant, quoi. Il peut faire des super matchs comme il peut faire des matchs complètement pourris. Donc, il peut réussir des tirs très compliqués comme en rater des très faciles. Donc, Gary Neal, lui, a priori, je pense que ça sera même pas un Spur l'an prochain. Par contre, Danny Green, les Spurs vont sans doute le conserver sur le long terme, parce qu'il a prouvé qu'il pouvait, voilà, dans le rôle d'un shooter qui profitait des espaces dû à la qualité du reste de l'effectif, qui pouvait remplir sa tâche sans problème, quoi, et avoir des pourcentages excellents sur chaque match, là où Neal aura des pourcentages beaucoup plus variables. Après, moi, ce que j'ai envie de suivre la saison prochaine du côté de San Antonio, c'est l'évolution de l'importance en attaque d'un Kawhi Leonard. Parce que cette saison, c'était quand même vachement basé sur Tony Parker et Tim Duncan encore. Il y avait beaucoup de gens en pick and roll entre ces deux joueurs. Et finalement, Kawhi Leonard, on lui dédiait vraiment très peu de possessions offensives. Alors je me dis, est-ce que ça va changer par la suite? Est-ce qu'il va être appelé devoir prendre plus de responsabilités? Ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant à suivre, puisqu'il a fait des grandes finales, quoi. De ce qu'on a vu, Greg Popovich, en tout cas, a déclaré qu'il le voyait être une vraie star en devenir, apparemment. Voilà, mais pour l'instant, c'est encore que du jeu sans ballon ou des rebonds offensifs. Moi, j'attends de voir peut-être sur isolation ou sur des trucs comme ça, quoi. Mais non, moi justement, je veux pas le voir en isolation. Moi, je le trouve un peu moyen. Je trouve que vraiment sa force, c'est justement d'être en furtif, en renard, de mettre des paniers comme ça, mine de rien. Et je pense que ça apporte beaucoup plus à une équipe que de la simple isolation, à la condition que dans ton équipe t'aies déjà des joueurs comme ça, quoi, qui peuvent se créer leur tir et tout ça. Mais tu vois, on est d'accord, mais est-ce que San Antonio peut se suffire de ça maintenant? Ils auraient pas intérêt, pardon, à essayer de lui faire franchir un palier? Non, ils peuvent largement continuer dans cette direction. Tu vois, j'avais parlé la dernière fois de Shawn Marion. Shawn Marion, il a été All-Star plusieurs fois dans un registre où il avait aucune responsabilité offensive, si ce n'était d'être au bon endroit, au bon moment pour récupérer les passes qu'on lui donnait. Et voilà, ça l'empêchait pas de tourner à 20 points et 10 rebonds de moyenne, quoi. Et je pense que Leonard peut parfaitement vivre dans cette voie-là. Bon, en tout cas, on est quasiment certain que ça sera un futur All-Star entre nous. Oh, on va pas s'emballer non plus parce que c'est toujours compliqué, surtout avec son jeu qui est pas un jeu c'est pas le jeu calibré star qu'on voit d'habitude dans l'All-Star Game. Et justement, toute la force de ce qu'est Kawhi Leonard, ce serait justement d'être ouais, comme Shawn Marion, un joueur qui est vraiment à côté des stars, mais qui apporte autant. Et je trouve que ça, dans la fluidité du jeu, dans aussi la hiérarchie d'une équipe, c'est un bonus extraordinaire. Et je crois que ce qui est sa malédiction, sera peut-être sa malédiction, c'est qu'il ne soit jamais considéré comme une star. Ce qui sera à la fois sa force, peut-être pour lui, peut-être un peu une malédiction pour lui. Ce qui avait d'ailleurs été qui a causé la perte de Shawn Marion, qui lui à un moment donné voulait aussi être franchise player, alors que c'était pas du tout son jeu, quoi. Et bah justement, moi je pensais que pour le prochain All-Star Game, Leonard serait vraiment privilégié par beaucoup de coachs en étant un peu le joueur, parce que on se doute bien qu'il sera jamais sélectionné par le public dans les 5 de départ, mais j'imagine que beaucoup de coachs aimeraient voir ce joueur. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense que c'est un peu un rêve de coach en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Et je suis d'accord sur le fait que ce soit un rêve de coach. Après, effectivement, c'est vrai qu'il y aura sûrement des voix de leur part dans l'All-Star Game, mais je pense aussi les coachs, ils ont un peu tendance à pas trop se mouiller, pas trop tenter ce genre de joueur-là au All-Star Game, même si là, je m'avance un peu, quoi. Bon alors, pour ce qui est de Tim Duncan, est-ce que vous tous les ans, on va le répéter, hein, mais Tim Duncan, est-ce que l'année prochaine, ce sera encore le même impact? Est-ce que déjà, il sera l'année prochaine? Est-ce que, je sais pas, est-ce que Tim Duncan?
Ça dépend son pacte avec le diable, il vaut pour combien de temps en fait? Parce que jouer comme ça à son âge, il y a un truc bizarre quoi. Faut juste voilà savoir cette histoire-là, t'auras la durée, c'est tout. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Non, mais est-ce que vous le voyez l'année prochaine encore au même niveau ou est-ce que un jour ou l'autre quand même il sera sur la pente descendante un jour? Bah, on l'avait vu, on pensait qu'il était sur la pente descendante il y a quelques années, quand pour la première fois il a raté le All-Star Game en sortant d'une saison à 12 points. Mais là, il a réaugmenté son niveau de jeu en ayant moins de responsabilités en attaque. Et moins il aura de responsabilités en attaque, plus il pourra être efficace et moins son déficit physique lié à l'âge sera important. Donc, et au final, si des joueurs comme Danny Green ou Kawhi Leonard continuent à émerger, à prendre de l'importance, ça sera de plus en plus facile pour Duncan de jouer malgré son âge. Donc son impact dépendra beaucoup des autres joueurs de l'effectif. Et a priori, vu comment c'est parti, son impact va être aussi grand que cette année, étant donné que les autres joueurs de l'effectif progressent à vitesse grand V. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler de Tony Parker? Est-ce que vous pouvez me parler de Tony Parker? Est-ce qu'on Non. on va développer, on va développer un peu le sujet quand même, parce que j'aimerais bien parce que vraiment là c'était, pour moi c'était vraiment une demi-teinte complète. C'est-à-dire qu'on a vu pardon, excusez-moi, on a vu le flamboyant et on a vu le très peu lumineux. Est-ce que Tout d'abord, est-ce que c'est la faute à cette vilaine blessure qui s'est contractée entre-temps pendant les finales? Oui, je pense que on peut clairement mettre ça sur le compte de cette blessure parce que le reste des playoffs et le reste de la saison régulière, il avait juste été fantastique. Après, c'est dommage parce que justement, après des playoffs comme ça, on se disait, il y a la place d'aller chercher un autre titre et un autre titre de MVP des finales. Mais bon, je pense quand même que ça l'a vachement embêté et c'est dommage. Mais il est quand même assez grand seigneur pour pas l'utiliser comme excuse, quoi. Et puis aussi, il y a eu un changement qui a été fait côté Miami, c'est que sur les derniers matchs, il a été beaucoup plus défendu par LeBron James. Donc effectivement, quand tu es face à Mario Chalmers ou Norris Cole, voilà, t'as une blessure à la cuisse, tu t'appelles Tony Parker, ça passe, quoi. Quand t'as LeBron James en face, ça pardonne plus, quoi. C'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas trouvé à un moment donné sur certaines séquences, est-ce que il est arrivé pour vous, est-ce que vous avez vu un peu le Tony Parker en mode heroic shoot, je vais me la faire en solitaire, je peux sauver l'équipe. Est-ce que vous avez trouvé un petit peu vous avez retrouvé un peu ce système-là? Est-ce que vous entre nous, c'est un truc qu'on attend de lui, hein, c'est qu'il soit, c'est qu'il Oui, moi puisse je pense que débloquer la. a besoin de ça aussi. Oui, Un oui, peu, oui, c'est ce que j'allais dire. On a besoin de ça. non, Tony Parker est attendu aussi pour ça, essayer de faire valser la donne de pour son équipe. Mais est-ce que vous l'avez pas vu trop dans le mode heroic shoot à certains moments? Le problème de San Antonio, c'est ils ont deux créateurs scoreurs qui sont très très forts, mais en l'occurrence Tony Parker et Ginobili. Sauf que entre la blessure de l'un et la difficulté de l'autre, bah il y avait plus grand monde quoi. Je veux dire, même Duncan un contre un, il a quand même pendant tous les playoffs, il a quand même eu un peu de mal quoi. Ces pourcentages sont pas terribles. Et donc si on enlève lui, si on enlève Ginobili, bah il reste que Parker quoi, blessé ou pas blessé. Donc je pense que c'est un peu do or die quoi. Oui, et puis il a quand même mis des sacrés shoots dans cette série, donc moi je lui en veux pas de prendre le dernier tir, au contraire. Non, 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 Voilà, je suis d'accord. il a été assez lucide aussi au final quand il s'est rendu compte que finalement sa blessure allait trop l'handicaper. Il a préféré lâcher la balle à Ginobili en sachant que lui arriverait plus à prendre les tirs qu'il pouvait mettre avant. Donc c'est très lucide de sa part au final. Très bien. Troisième intervenant, Manu Ginobili. Est-ce que lui, c'est pareil? On l'annonce, alors, à chaque match différent, on l'annonce mort, puis ressuscité, puis mort, puis ressuscité. Est-ce que on est contraint à le voir jusqu'à la fin de sa carrière, un peu comme ça, un peu en mode grand seigneur et un peu en mode je suis absent jusqu'à la fin de sa carrière? Ou, enfin, tout simplement, est-ce que c'est son jeu qui veut ça? Bah, c'est-à-dire que sa saison en général a été vachement compliquée cette année, je trouve. Et finalement, les playoffs ont été un peu à l'image de cette saison régulière. Il a quand même sorti de gros matchs, mais généralement, c'était pas top. On sait pas, hein, il est vieux, il y a aussi la possibilité qu'il parte à la retraite qui est assez probable. Donc, il faudra suivre ça de très près, mais je pense qu'il peut quand même apporter pas mal. Quand j'entends Magic Johnson qui te dit sur ESPN qu'il faut le virer presque, enfin, ça va quoi. C'est Manu Ginobili quand même, hein. Oui, et puis il a aussi, on l'a vu à certains moments, su faire preuve
de réalisme et passer la balle quand il le fallait, faire jouer l'équipe vraiment quand il le fallait et débloquer quand même pas mal de situations. Donc c'est vrai effectivement que Gino a connu des hauts et des bas, mais de là à vouloir sa tête à tout prix après ça, c'est peut-être pas nécessaire, je pense. Effectivement. C'est vrai qu'il faut peut-être le reconvertir en sixième homme officiel, hein, pas comme c'était avant où c'était en vrai un titulaire, mais comme vraiment, comme Gary Neal en fait, une sorte de en sortie de banc, faire sortir le mettre Oui, est-ce que c'est pas le mec qui peut débloquer tout simplement des situations en sortant et avec sa grosse intelligence de jeu? Est-ce que c'est pas lui qui peut dans les matchs où ça devient très compliqué, où Tony Parker ne rentre pas, où il y a pas mal de trucs comme ça, est-ce que c'est pas lui qui peut faire la différence? Et il pourra toujours, sauf qu'avant il pouvait pratiquement à chaque match. Maintenant manifestement il le peut qu'un match sur 2 ou 3. Donc effectivement et peut-être aussi réduire son temps de jeu, ça peut être intéressant pour lui aussi parce que son jeu est quand même très énergique et dévoreur d'énergie du coup. Et sachant que lui, c'est aussi la force de l'avoir sur le terrain, c'est qu'il joue tout le temps en fond dans tous les domaines, il est tout le temps présent quoi. Donc ça aussi c'est un apport. Mais peut-être réduire son temps de jeu pourrait peut-être l'aider à gagner en consistance et en efficacité peut-être. Ouais, et puis San Antonio trouvera pas un aussi bon flopper, donc franchement, ça va conserver ça. Hein. Je voudrais attaquer un gros sujet après, là, mais je voudrais d'abord savoir si vous avez d'autres sujets sur cette finale, sur les Spurs, sur le Heat. Est-ce que vous voulez aborder d'autres sujets? Oui, je voulais dire déjà, San Antonio, c'était quand même la belle histoire, quoi. On est tous un peu, je pense qu'on est tous un peu attristés de voir que c'est pas eux qui ont gagné. Ne serait-ce que pour... moi ça va. Moi c'est un peu le cas, mais c'est surtout par mépris du Heat en fait. C'est juste pour ça. Ah, mais toi. Non, c'est surtout que vous vous rendez compte cette équipe avec des joueurs qui avaient gagné le titre il y a 10 ans et qui reviennent là alors qu'on les croyait morts, incapables d'atteindre ce niveau. Moi je suis convaincu que Golden State aurait dû passer au deuxième tour de playoff. Ça tu te débrouilleras avec là on va t'envoyer. Tu feras un petit touquet et puis tu feras ta vraie version. Non, mais je déconne évidemment, mais c'est vrai que c'était la belle histoire, mais on l'avait dit, le Heat était vraiment au-dessus du lot toute la saison, et même si San Antonio s'est bien battu, au final le résultat est assez logique. Bon, justement sur la conférence Ouest, est-ce que vous auriez vu une autre équipe pouvoir emmener le Heat en 7 matchs également comme ça, à part les Spurs? Est-ce que Memphis aurait pu le faire? Est-ce que Golden State aurait pu le faire? Je pense pas, mais après, je pense qu'aussi que, enfin, je prends un peu la parole là, mais vas-y. c'est vraiment San Antonio qui a poussé Miami à sortir, à vraiment se sortir les tripes, quoi. Je suis pas sûr que l'exemple d'Indiana est flagrant. Le Miami contre Indiana, c'est pas du tout le même que contre San Antonio. Et ça, c'était la vraie force de San Antonio, d'obliger de Miami à vraiment sortir de leur cadre, de leur confort. Et malgré ça, ça s'est joué vraiment à rien de chien. Je pense même pas qu'on puisse dire que Miami était supérieur à San Antonio malgré le titre, quoi. C'est tellement joué à rien. Après, c'est deux perspectives différentes. Une équipe comme Indiana ou comme aurait pu l'être Memphis a le but avant tout de rendre l'autre équipe moins bonne en défendant très fort. San Antonio est dans une autre perspective, c'est qu'eux ont envie d'être meilleurs que leur adversaire en jouant mieux. Et le problème, c'est que là, le Heat était une équipe qui était meilleure qu'eux. Donc San Antonio a très bien joué, mais au final, ils ont poussé le Heat à devenir encore plus fort, et au final, le Heat était supérieur à San Antonio, et c'est pour ça qu'ils ont gagné. Oui, d'un sens, de toute façon, s'ils ont gagné, c'est qu'à un moment donné, ils ont forcément été supérieurs. Ça, on pourra pas l'enlever. Oui, mais tu vois, je reste convaincu que c'est un peu à la manière d'Indiana ou même de Memphis, c'est-à-dire en martelant à l'intérieur, qu'il y a le plus de chances d'aller emmerder Miami, je pense. C'est vrai. Je pense que les Pacers avaient un ticket à jouer là-dessus et auraient ouais, mais encore trop jeune, je pense. Oui. Non, mais le principe de jeu des Pacers est le principe de jeu qui peut emmerder Miami, je pense. Bon, on verra. En tout cas, avant de conclure avec un gros sujet, si vous n'avez rien à ajouter, je voudrais qu'on fasse un point sur. Attends, un petit truc sur San Antonio quand même, juste pour finir. Je pense quand même que San Antonio a vraiment été très très fort. Dans le sens, ils ont aussi dû se battre contre le sort, quoi. Ils ont eu un handicap que Miami n'a pas eu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont allés en finale avec Tracy McGrady, quoi. Voilà, c'est très bien. Si on vient au point, le point chaud que je voulais aborder, c'est excellent, c'est parfait. Bon alors super.
Alors, transmission de pensée, les grands esprits se rencontrent, j'ai l'impression. Non, très sérieusement, les gars, avant de conclure, les Spurs doivent-ils conserver Tracy McGrady dans l'effectif pour l'année prochaine, s'ils veulent passer encore à un cap supérieur? Mais ça dépend, tu vas en faire quoi? Tu veux le mettre juste pour mettre sur le banc ou vraiment pour jouer? On se croyait dans question pour un champion, tu sais. Je reste où je pars. Peut-être. Oui, c'est ça. Ils devraient continuer sur leur élan et prendre Vince Carter aussi. Et Allen Iverson. Et Ouais, Grand Bill. Et Charles Barkley, tout ça, ouais. On prend tous les mecs, tous les Ewing, tout ça, allez, venez, c'est bon. Exact. Non, mais est-ce que vous, après coup, est-ce que ça vous a choqué de voir Tracy McGrady? Est-ce que ça a été utile? Est-ce que ça a été quelque chose? Pourquoi? Est-ce qu'on peut pas se poser encore la question pourquoi? Bah, en même temps, ils ont pris Tracy McGrady, mais ils auraient pris, je sais pas quel autre, un joueur au nom quasi inconnu. Ça aura pas fait une grande différence, hein. Donc là, là, on en parle parce que c'est un joueur avec un gros passé, mais dans les faits, que San Antonio ait pris lui ou un autre, ça aurait absolument rien changé, je pense. Après, je pense que c'est plus d'importance qu'on pense que déjà ils l'ont pris pour remplacer Stephen Jackson, qui était quand même un peu en train de foutre la merde dans l'effectif, donc ils en ont profité pour dégager Jackson. En fait, le fait d'avoir McGrady, Popovich a dit qu'à l'entraînement ils l'ont utilisé comme si c'était LeBron James en fait, parce que c'est vrai qu'ils ont des jeux qui sont au final assez similaires. Et ils se sont dit voilà, à l'entraînement, on va mettre nos starters et puis en face on va mettre une équipe avec McGrady qui jouera le rôle de LeBron James. Ça nous entraînera à défendre comme on devra défendre contre Miami. Donc c'était une idée qui était quand même assez intéressante puisqu'au final ils ont bien jugulé LeBron James sur les premiers matchs. Mais voilà, McGrady de toute façon vu son temps de jeu on pouvait pas s'attendre à ce qu'il ait un apport sur le parquet. Mais dans le vestiaire et puis à l'entraînement, c'est un grand professionnel, c'est un grand joueur qui a une grosse carrière avec une grosse expérience. Donc c'est toujours bien de l'avoir dans l'effectif et je pense qu'il a quand même eu sa part de responsabilité dans la réussite de San Antonio. Oui, et puis ce qui était sympa, c'est que lui, il savait, il a reconnu dans les médias que son rôle était vraiment minime et il disait, moi je suis comme vous, hein, je suis un spectateur, mais j'ai juste la chance d'être sur le banc à côté des joueurs, quoi. Ouais. En tout cas, très bien, Lucas. Merci d'avoir apporté ces précisions. C'est très intéressant. Et ben, écoutez, les gars, on va conclure là-dessus pour cette finale. Est-ce que vous auriez un mot comme ça qui viendrait à l'esprit pour décrire cette finale? Juste un mot. Bah, détail. Détail. Très bien. Ça c'est fort, c'est puissant. Détail. Lucas. Cool. La pression là, faudrait mieux que ça, hein. Cool. C'était cool. Non, globalement, Ouais. vous avez été plutôt satisfait de cette finale. Vous avez pris du plaisir à la regarder. Ah bah oui, je pense qu'il y avait tous les ingrédients réunis pour faire ce qu'on appelle une belle finale, quoi, avec beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements, et des belles histoires, quoi. Je veux dire, il y a tout plein de choses cette finale, c'est vraiment et je pense pas qu'on pouvait s'attendre à ça en début de saison, quoi. Donc, je pense que tout le monde peut avoir la banane, quoi. Après, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir attendre quelques mois avant la reprise de la NBA, quoi. Eh oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, justement, en attendant, nous, on se retrouve dimanche avec une émission au format original, j'ai envie de dire classique, et dès le début de la semaine prochaine, on se retrouvera avec une émission entière, complète, consacrée à la draft et à tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faudra savoir pour la draft. Vous aurez tout en avant-première, vous saurez même qui va être drafté numéro 1. On vous dit tout, on vous dira tout. On vous dira tout ce dimanche et ce lundi. Allez, bon, en tout cas, là-dessus, on conclut. Mais merci messieurs d'avoir été là, merci d'avoir suivi ça avec attention. Et puis je vous dis tout simplement à dimanche et à bientôt.